Donc, la mise à jour sur l'implantation française, je dois dire que jusqu'à présent, c'est une conférence qu'on m'a demandé à plusieurs reprises et j'étais toujours un tout petit peu déprimée quand je devais préparer ça. Et je dois dire qu'on a fait un bilan là, notamment avec des questionnaires. Et franchement, c'est incroyable ce qui a commencé à bouger. Mais vous allez voir que bon, donc cette carte-là n'est plus. On va pouvoir s'en passer maintenant. Enfin, ça dépend ce qu'on regarde. Si on regarde Madame, non, excusez-moi. oui. Pour l'affichage, on est en mode de présentation maintenant. On n'a pas l'affichage en plein écran. Peut-être le choix de votre écran. Toc, toc, toc. Je dois avoir. Il faut que j'inverse les écrans, non, c'est pas ça? Non, c'est dans le partage. C'est lorsque vous avez partagé. Sinon, vous pouvez aller dans le. Si vous n'avez pas besoin de vos notes, vous pouvez aller dans les paramètres d'affichage. Probablement qu'on peut. Oui, mais ça ne marche pas bien. Je vais faire des bêtises. Nouveau partage. C'est pas très grave, je pense, Marie-Odile. Est-ce que tu avais des problèmes avec tes pages de notes ou… Ah non, non, moi, il n'y a aucun problème avec les pages de notes. Attends, Bon, ben vas-y comme ça, on va sauver du temps, je pense. Continue comme ça. Je vais redémarrer. OK, donc, est-ce que donc c'est ça qu'il faudrait faire? Là, vous voyez quoi, là, du coup? C'est parfait. OK, d'accord. OK, donc, enfin, la France se réveille, peut-être, on l'espère. Alors, comme je disais, c'est la situation, elle est très enthousiasmante parce qu'on voit bien qu'il y a un vrai engouement. Elle n'est pas complètement clarifiée et réglée parce que pour l'instant, ça vient finalement de la base et essentiellement des cliniciens, plus que d'une organisation qui viendrait nous soutenir de la part comment dire, des décideurs, on va dire. En tout cas, depuis maintenant un peu plus d'1 an, on a organisé une task force autour de l'intervention précoce. Donc, vous voyez les noms apparaître. Globalement, donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont… On a essayé de répartir les personnes sur l'ensemble de la France. Donc, j'ai Bourgin à Colombes, Sonia Dolphus à Caen, Eric Facra et Frédéric Esbert qui forment un duo en Rhône-Alpes, Guy Gozlan à Paris qui travaille en médico-social, Renaud Jardry à Lille, moi-même dans Paris, Vincent Laprevotte à Nancy, Juliette Martin à Dijon, Diane Perper-Wakil à Montpellier avec un duo aussi avec Aurélie Chandrin qui est à Nîmes et puis Michel Walter, Christophe Lemay à Brest. Et autour de ça, on a commencé à travailler de façon encore plus concrète qu'avant. C'est bien sûr, on a continué nos actions autour des JPJAD, mais aujourd'hui, on a développé tout d'abord un site web. Alors, je remercie au passage grandement Lydie Madvé qui est absolument essentielle dans tout ce que je vais décrire là et ça, vraiment, son arrivée a permis de démarrer des choses très différemment. Avec donc une newsletter, il suffit de nous contacter pour s'y inscrire. Et bien sûr, on va continuer à vouloir adapter, diffuser les pratiques telles qu'on les écoute et on entend venant d'outre-Atlantique et de nos amis voisins suisses, pour faciliter la diffusion des pratiques, former, et puis bien sûr également, et c'est en cours, l'élaboration d'un cahier des charges pour développer réellement un centre d'intervention précoce. On a aussi on a été aussi un peu missionné pour mettre en place une cohorte, donc on voit qu'on commence sur un mode assez différent de ce qui a pu être fait dans d'autres pays, puisqu'à chaque fois qu'on croise quelqu'un parmi les décideurs, on nous demande d'avoir des études médico-économiques. C'est vrai que la santé publique en France n'est pas suffisamment développée et du coup, on a relativement peu de ces données-là. Tout ça aussi avec une très forte et un très grand rapprochement avec les usagers de différentes natures, hein. Bien sûr, l'UNAFAM, qui est la plus grande association des familles et amis de patients, qui est complètement organisée sur l'ensemble du territoire, mais aussi le collectif schizophrénie, mais aussi des associations de jeunes comme la Maison Perchée, etc., etc. On a vraiment beaucoup développé ces contacts-là, et j'en oublie sûrement évidemment avec des associations plus
plus proche. Alors, une des bonnes nouvelles de l'année dernière, c'est que, comme je le disais, notre projet sur l'intervention préventive et personnalisée a été sélectionné pour un investissement d'avenir. C'est pas rien, c'est le premier de ces financements-là à être appliqué à la psychiatrie. Il n'y en avait pas eu avant. Et c'est quand même un assez joli projet qui, si on additionne de d'autres projets, tourne autour de 10 millions. Ça va donner un petit peu d'aide pour structurer. Alors, ce qu'on a commencé à faire, au fond, c'est la réflexion qu'on a fait avec la task force, ça que j'ai surtout détaillé, c'est de pouvoir essayer d'organiser en fonction de ce que nos instances et nos décideurs souhaitaient et ont organisé un certain nombre de réseaux, notamment le réseau de réhabilitation psychosociale et de remédiation. Et finalement, on est arrivé à définir des centres de proximité, des centres régionaux et puis un réseau ressources. On préférait que ce ne soit pas centralisé complètement, mais que les gens que j'ai précités puissent participer collaborativement à constituer une instance de ressources pour définir voilà, le cahier des charges des événements scientifiques au niveau national, participer aux enseignements et créer des ressources documentaires. On a pu. Alors, c'est important d'avoir des centres régionaux en France parce que les décideurs sont bien sûr au niveau national, mais aussi au niveau des ARS, des agences régionales de santé, qui en fait ont une assez grande autonomie pour décider les projets qu'elles souhaitent avoir, qu'elles souhaitent prioriser en fonction du terrain, bien sûr, et du contexte. L'autre élément, c'est que finalement, on est un pays à la fois très dense et très inégal. Ça peut être d'une rue à l'autre pratiquement, où on passe d'un système plutôt un peu pléthorique et mal organisé à un système plutôt désertique. Il vous reste ouais. 2 minutes, excusez-moi. Oui, alors je vais accélérer pour montrer les photos, les diapos. Mais donc ça, cette organisation régionale était importante à mettre en œuvre. Alors, on a fait une manifestation d'intérêt en avril. On essaye de récupérer les dernières réponses. On a 34 réponses de centres assez bien développés. On a utilisé nos listings du DU, des GPJAD, etc. etc. Et puis, vous avez cette carte avec maintenant un certain nombre de centres. En jaune sont les centres régionaux, un par région. Les autres, les centres de proximité. Ça ne vous échappe pas que certaines régions sont plus grandes, d'autres plus denses, etc. Mais c'est quand même assez opérationnel de pouvoir avoir un centre pour avoir un interlocuteur face à l'ARS et promouvoir des réseaux à un niveau plus local et plus infrarégional. Alors, quelques réponses, j'ai sélectionné juste quelques diapos parce que j'ai eu les réponses, cette analyse-là très récemment. Ce qu'on voit quand même, c'est que dans ceux qui ont répondu, en tout cas, c'est quand même 60% qui se disent autonomes, ce qui est énorme par rapport au système précédent. Avec essentiellement des équipes mobiles ou des consultations, et parfois c'est du lieu d'hospitalisation, place d'hôpital de jour. Sinon, finalement, on retrouve les mêmes composantes de consultation, équipe mobile, unité d'hospitalisation et un CATTP qui sont des activités de jour. La plupart sont intersectorielles, et ce qui est assez amusant, c'est que la plupart des ouvertures, c'est entre 2017 et 2019. Vous voyez qu'on est vraiment dans l'actualité. Les financements, comment on arrive à se financer? Eh bien, la plupart en orange, là, la plupart, c'est un moyen constant, malheureusement. Et puis, quelques-uns, quand même, ont eu des sources de financement, soit du ministère, soit de la Fondation de France, de fondations. Donc, on voit bien que c'est quand même très, très limité. Et puis, ces fameuses ARS qui ont quand même soutenu clairement plusieurs projets. Quand on voit un petit peu le temps dédié en ETP, on voit bien qu'on est quand même dans des petites équipes avec une présence plutôt médicale et infirmière, relativement restreinte pour le moment. Des case managers, ça quand même aussi, le message passe de plus en plus et on s'en réjouit. Avec néanmoins souvent un nombre assez faible. Et puis j'ai regardé un petit peu la nature et les délais du premier contact parce que c'est notre grand souci.
La nature, c'est souvent une consultation médicale. On reste sur un modèle assez médico-centré en France, mais on commence à avoir des consultations infirmières, des appels infirmiers dans certains centres. Par contre, sur les délais, on n'est encore pas très très bon. Donc, on avait compté en mois. On était très pessimiste. Vous voyez que entre la demande et le premier contact, il y a déjà une semaine, et entre la demande et le premier rendez-vous, c'est plutôt 15 jours. C'est pas si mal. C'est vraiment très bien meilleur, par rapport au système de soins habituel. Donc voilà, c'est déjà les bons élèves de la classe. Quant à la durée de psychose non traitée, la médiane est à 8. Là aussi, c'est plutôt pas si mal. Quand on sait que très souvent, c'est beaucoup plus. Là, on parle en années. Docteur Cher, Oui, c'est la dernière. Et puis voilà. Et puis simplement souligner encore que c'est pas toujours si spécialisé entre les UHR et les PEP, et il y a encore beaucoup de centres qui voient aussi des troubles chroniques mélangés. Voilà, c'est ma dernière diapo. Merci beaucoup. Alors, bon, la situation suisse, je fais un tout petit passage de géographie pour ceux qui ne connaîtraient pas le contexte, parce que souvent, l'organisation du pays, me semble-t-il, a une influence sur la façon qu'on a d'implanter ces programmes. Donc, la Suisse, c'est un petit peu ça le problème. C'est 8 millions d'habitants, donc la taille au fond du Québec, j'ai appris, mais 26 cantons et donc 26 systèmes de santé assez clairement indépendants, avec très peu de centralisation des politiques de santé, donc très peu de directives, recommandations sur comment on doit traiter les troubles. Donc, ça dépend un petit peu du bon vouloir de chacun des responsables, même d'institutions au sein de ces cantons. On a aussi une particularité, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de psychiatres en Suisse, près de 3 fois plus que dans les autres pays de l'OCDE. Beaucoup de psychiatres en pratique privée, ce qui fait qu'il y a probablement un certain nombre de patients qui sont traités par des psychiatres privés pendant un temps, qui finalement n'arrivent pas à les engager, et puis ils arrivent tardivement dans nos programmes spécialisés. Aussi, une chose importante à dire, c'est qu'on a une formation double de psychiatre et psychothérapeute, donc il y a un intérêt important, et je trouve que c'est vraiment super important pour l'approche psychothérapeutique des patients. Il y a peu de structures nationales de santé. Il y a l'Office fédéral de la santé publique, mais encore une fois, qui a assez peu d'emprise sur la façon de distribuer les soins. Il y a une conférence des ministres, donc des 26 ministres se réunissent une fois par année pour voir un petit peu que mettre ensemble, mais enfin, ça a peu d'influence sur nos politiques. Et puis, une société suisse de psychiatrie qui est très fortement influencée encore par des psychothérapeutes, ce qui est une bonne chose, mais qui n'est pas tellement orientée structuration des soins. La Suisse est aussi un problème, ou pas forcément qu'un problème, enfin, et donc on parle 4 langues officiellement dans notre petit pays. L'allemand majoritaire et le français, c'est à peu près un quart. Donc, ce qu'on appelle la Suisse romande représente les cantons de l'ouest de la Suisse. Donc, 6 cantons qui représentent à peu près 2 millions d'habitants. Voilà. Alors, on a une association des institutions psychiatriques dans ces 6 cantons qui commence à manifester son intérêt pour ce genre d'intervention. J'y reviens juste après. Voilà, donc on a affaire pour la partie francophone à une région relativement circonscrite. Alors là, je vous ai un peu j'ai fait apparaître diverses étoiles qui montrent là où se passent les programmes actuellement constitués. Donc, le premier à apparaître, c'était à Berne. Marco Merlot, historiquement, presque avant Patrick Magori, a fait une unité particulière pour les premiers épisodes de psychose. Ensuite, c'est à Genève que les choses ont démarré de manière assez solide aussi, sous l'égide de Marco Merlot, qui y avait déménagé et qui maintenant c'est un programme qui marche très bien, qui est assez solidement implanté. On a commencé dans le canton de Vaud en 2004, avec ensuite 2 antennes qu'on a ouvertes dans notre canton, qui est un petit peu plus grand que ce que disait Vincent Bonnaret, en fait, à peu près 800 000 habitants dans notre canton. Et puis, Bâle est aussi connu pour son programme dans les 2 cantons Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Un programme en Argovie, 2 à Zurich et Winterthur, et puis un en Turgovie. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de programmes qui se sont implantés. Ce qui peut vous étonner, c'est cette zone où il n'y en a pas, là, entourée d'un grand cercle. C'est la partie des Alpes. Alpes dans lesquelles les stations de ski vont rester ouvertes. Je dis ça aux amateurs français, si jamais il y en a qui sont intéressés pour les vacances de Noël, mais je ne veux pas revenir sur ça. Mais cette région est beaucoup moins peuplée que la partie nord du pays. C'est vraiment aussi pour ça qu'il y a les grandes villes qui s'y trouvent, et donc c'est là qu'il y a plus de densité de programmes. On a réuni depuis 1998 toutes les personnes intéressées sous l'égide de Swiss Early Psychosis Project, donc de SWEP.
voilà, on a rassemblé ces 11 équipes. On a un tout petit peu de peine à faire vivre cette association. Je dois dire, les acteurs changent souvent. Il y a assez peu d'implication des directeurs d'institutions. C'est souvent des gens alors qui sont encore plus importants que les chefs de service, mais des chefs de clinique ou des gens de terrain. Mais on a de la peine à accrocher, à ancrer ces programmes de manière solide en pouvant s'adresser aux chefs de service qui pourraient être comme ça, ancrer la solidité de ces programmes dans leur financement. Dans le canton, donc, dans les cantons romans, donc on a ces deux programmes, principalement à Genève et à Lausanne, avec les deux antennes du canton de Vaud. Mais en fait, il y a une réunion qui est prévue en novembre. On va donc faire une association au niveau de cette ARIP, donc Association romande des institutions psychiatriques, où il y a maintenant clairement la volonté d'implanter ces programmes. Ça fait 20 ans que j'en parle, mais j'ai continué d'insister pour finir. L'idée émerge. Et puis donc, on aura probablement un travail d'implantation d'un groupe roman, peut-être ce qui est aussi probablement plus facile, parce que si on fait des séminaires et puis qu'il faut parler dans les 4 langues, ça devient super compliqué, on finit par parler l'anglais et puis ça rebute. Donc, il y a une raison pour nous de régionaliser et aussi d'ailleurs de s'allier à l'IEPA francophone, raison pour laquelle cette idée nous était venue. Donc le Valais, l'Est du canton de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et le Jura aussi se sont montrés intéressés à essayer d'implanter ces pratiques. Donc, voilà. Et dernière chose que je voulais dire, on a reçu un financement par une fondation qui s'appelle Promotion Santé Suisse, dont la mission en Suisse est de développer des pratiques innovantes et puis qui finance des projets. On a reçu 2,5 millions de francs suisses récemment pour monter ce programme Psy-Yang, qui alors là est plutôt orienté vers la détection précoce, donc le traitement du prodrome, si vous voulez, et qui est un programme qu'on met ensemble avec Bâle, Genève et Lausanne, pédopsychiatrie et psychiatrie adulte, où on cherche à implanter un programme, donc développer un modèle de pratique pour ces programmes-là, 16-30 ans, et qui ensuite, s'ils sont démontrés comme étant fonctionnels, seront cette fois, espérons-le, généralisé dans la Suisse, ou en tout cas mis en avant par cette autorité. C'est la première fois qu'on a un lien avec une autorité officielle, donc on a assez d'espoir que ça puisse aussi faire démarrer les choses de manière un petit peu plus solide. Voilà, donc il y a une bonne implantation de plusieurs programmes, mais ils sont en nombre insuffisant, et puis ils dépendent au fond de personnes qui ont cette volonté. Il faut qu'on essaie d'avoir accès à la politique. Il y a un début de volonté de généralisation de la partie francophone. Avec ce modèle Psy-Yang aussi, au niveau de la Suisse, on a une chance d'atteindre une visibilité en Suisse, mais on doit quand même renforcer cette visibilité de l'importance de ces interventions. Et puis, probablement qu'on va se mettre à rédiger des recommandations suisses spécifiques et puis inclure ces approches dans une politique nationale. Voilà. Merci pour votre attention. Bonjour. Alors, je vais vous présenter sur la mise à jour, en fait, sur l'implantation de l'intervention précoce au Québec. Alors, pour ceux qui connaissent moins l'ACPEP est une organisation sans but lucratif qui a été créée en 2004 avec le but de favoriser les échanges entre les professionnels et les chercheurs du domaine de l'intervention précoce en psychose. Nous avons plus de 290 membres et plus de 300 équipes offrant des services d'intervention précoce et des chercheurs. L'objectif de l'ACPEP est d'améliorer la qualité des services offerts aux jeunes souffrant d'un premier épisode psychotique, de soutenir le développement de nouveaux programmes d'intervention précoce pour la psychose, de faciliter la formation des intervenants des programmes PEP et de sensibiliser le grand public ainsi que les instances décisionnelles aux enjeux propres à la psychose émergente. Alors, l'ACPEP offre différents services comme un site web qui vise à la fois la population générale ou encore il y a une section membres avec de la formation continue disponible. L'ACPEP organise également des journées de sensibilisation grand public. Comme vous pouvez voir, il y en a à peu près à chaque 2 ans et elles se promènent à travers le Québec. Elles atteignent environ 270 à 680 participants et une partie importante est les témoignages de gens qui ont reçu des services. Également, l'ACPEP offre des journées de réflexion aux 2 ans à ses membres. Donc, les différentes cliniques se rassemblent pour partager leurs expériences et des journées de formation spécifiques au PEP sur différentes thématiques utiles pour les intervenants des différentes cliniques. Alors, l'implantation des programmes PEP au Québec a évolué d'abord à l'initiative de cliniciens très motivés et passionnés, là, comme nous le sommes tous, Et on voit que entre
les années 90 jusqu'en 2016, environ 17 cliniques avaient vu le jour. Un événement important a été en 2015, dans le plan d'action 2015-2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et en 2017, le ministère a publié d'abord dans le plan d'action, le ministère s'est engagé à s'assurer que tous les établissements du Québec offrent des services aux personnes atteintes d'un PEP. S'est engagé à assurer une prise en charge rapide des PEP et à diffuser des standards de bonne pratique, ce qu'ils ont fait en 2017 avec le cadre de référence pour les PIPEP. Également, en 2017, le ministère investissait plus de 10 millions de dollars pour la création de 15 nouvelles cliniques PEP. Est-ce que ces mesures ont été efficaces? Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que dans les dernières années, ce sont des données là, qui ont été faites à partir d'études faites par des chercheurs là, du Québec ou encore par des sondages faits par l'ACPEP. Donc, on a vu le nombre de cliniques passer de 17 cliniques à plus de 33 cliniques à partir de 2019. Et encore une augmentation là, en 2020, on parle de plus de 36 cliniques, ou en fait 36 équipes qui offrent des services PEP parce que parmi ces 36, 7 ou plus sont probablement des équipes FACT qui combinent à la fois des équipes de suivi intensif dans le milieu, le modèle PACT, et des équipes, et en fait des intervenants d'intervention précoce pour la psychose. On peut également voir que on n'a pas vraiment les chiffres de 2016. On sait qu'il y avait près de la moitié des jeunes du Québec là, qui habitaient dans une région qui avait accès à des services PEP. Puis en 2019, on voit que 13 des 17 régions du Québec ont des services PEP. Les 4 qui sont desservis sont des régions à très faible densité de population et qui ont des très petites populations également. Là. Donc, en 2019, on avait 2475 jeunes qui étaient suivis en PIPEP sur des prévisions de 3135 selon le ministère qui seraient nécessaires pour desservir tous les jeunes PEP du Québec, avec une croissance d'environ 10 pour nous mener à 2700 jeunes qui sont suivis dans des PIPEP en 2020. On parle de 1245 nouveaux cas par année en 2019 et 1350 nouveaux cas par année en 2020. Alors, l'ACPEP a mené un sondage pour voir comment les cliniques percevaient leur respect du cadre de référence. Et ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'effectifs ici, là, environ 68 des cliniques, en fait, les cliniques avaient environ 68 des effectifs professionnels requis et des effectifs psychiatriques requis également. Alors, les principaux écarts que cela occasionnait étaient l'incapacité à couvrir, en fait, tout le range d'âge nécessaire, également l'incapacité d'offrir certaines interventions plus spécifiques, spécialisées, comme par exemple le soutien à l'emploi et aux études ou encore des interventions spécialisées en toxicomanie, ainsi que parfois le non-respect de l'accès direct aux cliniques. On voyait également que pour certains, les interventions de proximité ou l'outreach étaient difficiles, ce qui augmentait le risque de perte au suivi et que certaines régions n'avaient aucune offre de services à offrir. Avec ça, on est allé voir le ministère pour faire des recommandations, en fait, où on a exposé le fait qu'il y avait certains PIPEP qui étaient en place, mais dont le financement ne permettait pas de suivre le cadre de référence. Et on a estimé le nombre de professionnels que cela représentait. On a également mentionné au ministère l'importance de fournir un financement protégé afin que les budgets ne soient pas engouffrés dans les budgets hospitaliers et également de prévoir le rehaussement des effectifs des PIPEP qui sont en sous-effectif par rapport aux besoins des régions. On a également demandé au ministère de mandater le Centre national d'excellence en santé mentale, dont fait partie Nicolas Girard, d'aider les cliniques à s'adapter, en fait, ou à adapter l'intervention précoce pour la rendre accessible à tous les Québécois en prenant en considération les réalités de toutes les régions du Québec et également de suivre les prévalences réelles par territoire parce que le cadre de référence ne faisait pas de différence entre les différentes régions.
Donc, rapidement, les investissements ont permis d'améliorer le respect des composantes essentielles du cadre de référence. C'est ce que nous montrent les résultats très préliminaires d'une étude menée en 2020. Ils ont également permis en 2 ou 3 ans de doubler le nombre de programmes et la très grande majorité maintenant des régions du Québec ont accès à des programmes PEP et les anciens programmes ont réussi à améliorer en fait leur performance quant au respect du cadre de référence, les caractéristiques qu'ils avaient de la difficulté à respecter auparavant. Donc, les défis à relever vont être de continuer à adapter les services aux réalités des populations régionales et également de mieux déployer les thérapies psychosociales spécialisées, notamment pour les petits programmes. Et ça pourra probablement se faire grâce à la collaboration de différentes équipes grâce aux technologies et également s'assurer d'améliorer la fidélité au modèle, à la fois avec l'aide des formations de l'ACPEP, du Centre national d'excellence et probablement de l'implantation d'un système apprenant rapide. Merci.